Bonjour à tout le monde. Écoutez, bienvenue et pour ceux qui arrivent tout juste dans cette journée en inclusion demain, et rebonjour pour les autres. Donc Nathalie Rère, aujourd'hui, cet après-midi plutôt, j'anime le deuxième atelier pour moi de cette journée qui va être consacré à la question de l'accompagnement des jeunes et notamment dans le cadre de cet accompagnement, on va bien entendu parler de l'immersion puisque je suis une des personnes qui m'occupe d'immersion facilitée au sein de la plateforme de l'inclusion. Je donne tout de suite la parole aux 3 participants qui sont à mes côtés et qui vont intervenir également dans cet atelier et nous partager leur expérience. Anne-Sophie, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Anne-Sophie Larrey, je suis coordinatrice du dispositif prépa-apprentissage sur le CFA, donc Centre de formation d'apprentis Éclore, porté par l'Institut de Genève en Hauts-de-France. Et donc, à ce sujet, on a 20 sites de prépa-apprentissage répartis sur 4 régions dans lesquelles on accueille des jeunes en préparatoire à l'alternance. Voilà. Je suis issue d'un parcours de formatrice d'apprentis depuis 13 ans et donc plus spécialisée aujourd'hui dans la préparatoire à l'alternance des jeunes qui souhaitent s'orienter vers cette voie de formation. Alors, Richard. Bonjour. Bonjour à Richard, tous. c'est bon. Richard Ouais. Champagne, je suis directeur de l'activité à la mission locale de Paris. La mission locale est un organisme, une structure qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans l'insertion professionnelle, mais pas que, puisqu'on vise surtout à l'autonomie des jeunes, donc dans tous les domaines de leur vie, dont l'insertion dans l'emploi. Je suis arrivé à la mission locale de Paris il y a 2 ans, après un parcours associatif dans le social et dans le médico-social. J'ai toujours été dans l'accompagnement, en fait, de publics, très diverses, que ce soit sur les thématiques de santé, d'accès aux droits, d'accès à l'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et aujourd'hui de la jeunesse, parisienne. Voilà. Merci Richard. Brahim, à vous. Bonjour à tous, Brahim Bellamra. Donc, je suis conseiller insertion jeune pour le conseil départemental des Yvelines. Je suis arrivé à ce poste, ça fait déjà moi 15 ans que je travaille dans l'insertion professionnelle. J'ai travaillé avec différents publics, principalement avec les jeunes. J'ai commencé comme coach pour jeunes publics en rupture pour une maison de l'emploi il y a ça très longtemps. Et j'arrive sur ce poste depuis l'an dernier à peu près. Merci beaucoup. Alors justement, Brahim, nous allons tout de suite commencer par vous entendre. Donc vous l'avez expliqué, là vous êtes actuellement conseiller d'insertion pour les jeunes auprès du conseil départemental des Yvelines. Oui, d'ailleurs, je me suis emmêlé les pinceaux. En fait, la question, elle était pour Richard. Donc ça commence bien, c'est pas grave, c'est les joies du direct. Mais c'est pas grave. Voilà, donc Richard, voilà, au sein de la mission locale, donc la mission locale, c'est pas bien sûr une mission locale, c'est 6 sites. Paris, c'est énorme, mais je vais quand même vous poser une question très caricaturale. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire le parcours d'insertion, le parcours vers l'emploi idéal d'un jeune Parisien? Et est-ce que vous y incluez des périodes d'immersion? Est-ce qu'il y a un parcours type, en fait? Si je réponds non à la dernière partie de la question, je sors de l'atelier, donc je vais pas faire ça. Alors oui, effectivement, la mission locale de Paris, c'est 6 sites répartis sur le territoire parisien, mais c'est une seule mission locale, avec une seule offre de service et le même accès pour tous les jeunes, au même service et au même accompagnement partout à Paris. C'est quand même important de le préciser. Alors, parcours idéal, non, ça existe pas. On n'a pas de parcours, fléché. Un jeune ne rentre pas d'une certaine façon et ne doit pas ressortir d'une autre. Mais plutôt, vous dire que chaque parcours peut être idéal si, s'il implique, particulièrement le jeune, dans ses choix et dans les progrès qui vont être, mis en place. En fait, ce qui est important pour nous, c'est, d'atteindre l'implication du jeune. Voilà, le conseiller peut mettre en place tout un tas de choses dans l'accompagnement du jeune, que ce soit des immersions ou d'autres dispositifs d'accompagnement, mais si, on n'a pas d'abord créé les conditions, de l'accompagnement, et d'une confiance réciproque entre le jeune et son conseiller référent,
ça ne fonctionnera pas. Donc c'est plutôt ça l'idée du parcours idéal, c'est le parcours dans lequel le jeune trouve le répondant chez son référent et inversement, où les deux sont vraiment dans un dialogue pleinement construit. Une fois qu'on a dit ça, on a effectivement des dispositifs d'accompagnement dans les missions locales qui sont des dispositifs nationaux, pour le coup, dont le contrat d'engagement jeune dont on parle beaucoup, avec les 15 à 20 heures d'activité. Et dans ce cadre-là, on propose aux jeunes notamment des offres d'ateliers ou d'opportunités en interne avec nos partenaires, dont un certain nombre qui sont en lien avec l'immersion professionnelle. Mhm. Ça fait partie du panel de possibilités offerts aux jeunes. On sait que les jeunes qui passent par de l'immersion professionnelle, par de la PMSMP, ont vraiment beaucoup de chances de trouver ensuite un emploi, soit là où ils ont eu cette immersion, soit chez un autre employeur, mais qu'en tout cas, c'est un vrai déclencheur pour les jeunes qui y ont accès et qui arrivent à y accéder. C'est un vrai déclencheur vers l'emploi, en fait. Donc oui, on l'inclut pleinement dans les parcours des jeunes, dans l'accompagnement des jeunes. Si je devais vous donner les principales difficultés à cet accès à l'immersion, alors peut-être qu'on en parlera plus tard. Il y a les points de vue ou les représentations croisées entre le jeune et l'entreprise et inversement l'employeur vis-à-vis des jeunes. Donc ça peut parfois bloquer. Il faut travailler là-dessus, sur ces représentations croisées. Et puis évidemment, la situation économique et sociale des jeunes. On a beaucoup d'études qui sont sorties récemment qui montrent que les jeunes sont en situation de précarité de plus en plus importante sur le territoire et notamment à Paris. Donc ça, c'est une vraie question à traiter en amont de la recherche de stages, d'emploi et à traiter vite parce que un jeune qui n'a ni logement ni accès aux droits, on peut difficilement aller plus loin, y compris vers l'immersion. Après pour vous donner juste rapidement, avant de passer la parole, deux exemples d'actions qu'on peut mener très concrètes sur ces questions, d'immersion. On a mis en place des ateliers, hebdomadaires, qu'on a appelés, «Trouve ton stage» pour l'ensemble des jeunes qui rentrent en dispositif chez nous. Qui permettent de préparer ces outils, de cibler la prospection et puis surtout en amont d'avoir, toutes les informations sur qu'est-ce que c'est que cette fameuse PMSMP. C'est un peu mystérieux pour les jeunes, qui, Mhm. connaissent pas trop les possibilités qu'ils ont, d'aller, tester, leur projet ou d'aller rencontrer des employeurs donc ça permet de les rapprocher de ce monde de l'entreprise. Et puis deuxième modalité qu'on a mise en place, l'année dernière, c'est des rallyes, où une conseillère ou un conseiller accompagne un petit groupe de jeunes qui suit, dont il est référent, avec les outils préparés dans l'atelier. Et puis ils vont faire le tour des employeurs du quartier, de l'arrondissement. Alors à Paris, c'est facile avec la densité d'employeurs qu'on a, mais ça permet aux jeunes de trouver de vraies opportunités. On a des jeunes comme ça qui, en rentrant en contact direct, trouvent des immersions, chez des employeurs, auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé et inversement des employeurs qui acceptent des immersions de jeunes alors qu'ils n'auraient peut-être pas pensé avant que c'était possible d'avoir des jeunes, en stage. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à à Parfait. la Ah à la ben, commande. super. Si, si, génial. Merci. Et effectivement, des rallyes, moi, j'ai été témoin aussi de l'organisation de rallyes dans des clubs jeunes et des clubs moins jeunes d'ailleurs aussi, et ça fonctionne toujours très bien. Mmh. Du coup, ça va me permettre de passer la parole à Brahim. Alors, Brahim, justement, est dans un territoire un peu différent, puisque c'est les Yvelines, donc on n'est pas très loin de Paris. Ceci dit, est-ce que vous avez des jeunes que vous accompagnez vous avez l'impression que les problématiques sont très différentes de celles évoquées par Richard. Est-ce que vous avez des points de convergence et en matière de mobilisation, justement, comment est-ce que vous pratiquez? Alors oui, il y a des points de convergence, bien évidemment. Et il y a une chose qu'il faut mettre en exergue, c'est qu'il y a les stages subis et les stages voulus. Il y a beaucoup d'employeurs qui reçoivent des jeunes avec des stages subis, c'est-à-dire que le jeune ne comprend pas l'intérêt du stage, il va parce qu'on l'a obligé par rapport à un dispositif particulier, qui se retrouve là, qui n'est pas forcément intéressé par le milieu professionnel dans lequel il évolue. L'employeur, lui, est blasé de recevoir des jeunes qui sont, par exemple, toute la journée sur leur portable ou qui ne font pas exactement les tâches qui pourraient leur incomber. Donc, il y a ce genre de problématique qui existe. Mais à partir du moment où le jeune comprend
l'utilité de l'immersion professionnelle, là, tout de suite, il y adhère beaucoup plus facilement. L'accompagnement du jeune est essentiel sur l'immersion professionnelle. Je vous donne un exemple. J'ai reçu hier une jeune fille qui souhaite découvrir, qui souhaite se reconvertir, faire une reconversion professionnelle, qui a des appétences pour les langues et qui souhaiterait, par exemple, devenir réceptionniste. On a appelé un hôtel sur lequel elle pourrait faire une immersion professionnelle. Le patron a tout de suite compris, le patron de l'hôtel a tout de suite compris l'intérêt de cette immersion professionnelle. Nous a dit quand vous voulez, quand peut-on nous rencontrer. La jeune lui a dit demain à la première heure. Je lui ai dit ok, je me suis libéré ce matin pour être présent avec elle à la première heure. Elle était à l'heure, elle était présente. Et le patron a compris qu'il y avait un accompagnement derrière. Que si jamais il y avait des choses à rectifier ou à remettre en place par rapport à la posture professionnelle que pourrait montrer le jeune, il y a une intervention qui est possible grâce aux personnes qui les accompagnent. Donc là, tout de suite derrière, la jeune est rassurée parce qu'elle est accompagnée par un référent. Elle est rassurée parce que le dialogue, le discours du patron est en parfaite cohérence avec l'intention d'aider cette jeune-là à découvrir le métier. Et donc, derrière, ça ne peut que fonctionner. Donc, effectivement, votre micro, Nathalie, est coupé. Alors, merci. Justement, je voulais me faire la porte-parole de Rémi, qui est un des auditeurs et qui nous dit, lui, il travaille en ESAT. Il nous dit qu'en fait, il accompagne pas mal de jeunes qui posent leurs valises en ESAT car la marche leur semble trop haute entre l'adolescence et le monde adulte du travail. Ils ne souhaitent pas forcément vivre des PMSMP dès les premières années. Et Ibrahim disait que justement, en fait, tout le travail de l'accompagnant, c'est tout au long du parcours d'accompagnement des jeunes, d'arriver à leur montrer qu'avec, en faisant des immersions, alors bien sûr, on va parler d'autres outils, mais on parle beaucoup de l'immersion, mais en faisant des immersions, en fait, c'était pas forcément les abandonner dans une entreprise. C'est intéressant ça, puisque moi, la première fois que j'ai utilisé donc, le programme Immersion Facilité, c'était dans ce cadre-là. J'avais une jeune fille qui avait une RQTH, qui ne semblait pas être adaptée à aller travailler sur un milieu conventionnel, m'a demandé de l'emploi, de retourner sur de l'emploi, mais sur du milieu conventionnel. Je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas d'abord faire une immersion professionnelle, et ensuite, on verra. Si jamais tu arrives à tenir sur ton stage, on aura la preuve que tu as des possibilités, tu as les capacités de pouvoir y aller. Au final, elle a fait 2 jours sur le stage parce que ça allait beaucoup trop vite pour elle. Et derrière, elle a tout de suite compris que l'ESAT était sa porte d'entrée dans le monde professionnel. Donc, le DESAT, ce n'est pas ad vitam aeternam pour elle, elle le sait, mais elle va d'abord s'essayer dans un milieu protégé pour pouvoir ensuite retourner sur une immersion et qui va tout de suite lui permettre d'être rassurée et de rentrer sur du milieu conventionnel. Très bien, merci. Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie, vous accompagnez les jeunes dans un cadre différent puisque vous êtes dans le cadre des prépas apprentissages. Et alors, en plus, ce qui est intéressant avec vous, c'est que pour le coup, les prépas apprentissages que vous coordonnez sont dans destination des métiers du rural, puisque vous dépendez de l'enseignement agricole. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur le public que vous accueillez et la façon dont le programme qui est mis en place dans ce cadre de prépa apprentissage, quels sont un petit peu les dispositifs qui alternent dans le cadre de cette prépa apprentissage? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, moi, j'interviens dans le cadre d'un dispositif depuis 2019 qui est la prépa apprentissage, sur lequel des centres de formation d'apprentis ont pu se positionner. Donc, pour le CFA Éclore, qui s'appelait à ce moment-là CFA de Genève, on s'est positionné avec 10 sites initiaux en Hauts-de-France. Et on a élargi notre dispositif aux sites de nos 3 autres régions, donc Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Grand Est, entre 2021 et 2022. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 20 sites avec des configurations un peu différentes parce qu'on a des sites assez urbains, on peut avoir Caen, Lille, voilà. Et on a des sites par contre qui sont vraiment très ruraux et qui préparent effectivement, on est à un CFA agricole, donc qui prépare effectivement au métier de la nature, du vivant, des services, du commerce, etc. Donc,
la configuration de la prépa apprentissage, elle est très différente dans sa forme, dans le sens que c'est avant tout un dispositif pédagogique. C'est-à-dire qu'il est porté par des formateurs d'apprentis, pour lesquels on induit une hybridation du métier, puisqu'on les amène vers de l'accompagnement, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Et l'idée de la prépa apprentissage, c'est de plonger un jeune qui a un souhait de venir dans l'apprentissage et dans nos métiers généralement, dans la dynamique et l'exigence que peut être l'alternance avec un patron en contrat d'apprentissage. Donc, la particularité, c'est que nos jeunes vont être occupés à 100%. C'est-à-dire qu'en prépa, quand ils signent un contrat avec nous, ils s'engagent à vivre et éprouver une alternance, parce que c'est ce qu'ils vivront dans leur contrat. Donc, ils nous sont orientés par des conseillers de mission locale, par des éducateurs, ils viennent pousser la porte de l'UFA. On leur explique l'engagement et après, ils alternent effectivement. Alors, ça dépend un petit peu, on peut s'adapter au rythme, mais généralement, ils sont une semaine en entreprise, une semaine au CFA, comme ils vont le faire après en apprentissage. Donc, voilà, c'est très particulier et par la forme et par la fréquence, et c'est très exigeant pour nos jeunes et nos formateurs parce qu'ils doivent effectivement trouver des immersions extrêmement fréquemment. Voilà. Vous avez votre micro coupé. Richard et Brahim, est-ce que les jeunes que vous suivez, du coup, certains justement s'orientent vers des prépas apprentissages? Alors très peu. Très peu. On a mené l'expérience l'année dernière avec une prépa apprentissage sur les métiers d'art, qui est à Pantin et qui travaille avec l'école de Versailles. On a eu peu de résultats, en fait, peu d'orientation parce que la marche paraît haute souvent pour les jeunes. Voilà, l'apprentissage est encore une autre marche à franchir, par rapport à l'immersion, à la recherche d'emploi, peut-être plutôt en CDD ou de courte durée. L'apprentissage, c'est presque un engagement long pour un certain nombre de jeunes. C'est un accès, plus difficile, je dirais. Et alors Anne-Sophie, justement, à contrario, comment est-ce que vous arrivez, vous, à expliquer aux jeunes que la marche, effectivement, elle peut sembler haute, mais elle peut être escaladée sans trop de risques grâce à l'accompagnement que vous proposez? Alors, dans la prépa, justement, c'est clairement la difficulté à laquelle on est confronté, hein. L'apprentissage, c'est engageant et c'est une formation intégrative. On leur demande d'alterner et de lier des périodes en entreprise et des savoirs et des compétences qu'ils vont acquérir là-bas avec le CFA. Donc, ce qu'on propose dans le cadre de la prépa, et ça nous arrive très souvent de le faire, c'est une entrée progressive. Je pense notamment à des jeunes, on a eu énormément de jeunes ces dernières années en situation de phobie scolaire. On leur propose d'intégrer progressivement la prépa, donc parfois une demi-journée, une journée, etc. Et on fait la même chose pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a pu, et on le fait assez régulièrement, notamment sur des publics très jeunes, parce qu'on est aussi ouvert aux 15 ans qui restent scolarisés, donc qui ne passent pas encore par la PMSMP, mais par les conventions de découverte scolaire, mais qui sont dans nos prépas, qui sont détachés dans nos prépas. Ils peuvent aller vivre une journée sur les entreprises. Pour ça, on utilise nos réseaux d'entreprises. Généralement, les formateurs ont leur réseau d'entreprises et ils bénéficient pour chaque immersion d'un atelier préparatoire, d'un atelier de débriefing, comme on peut faire nos retours d'entreprise quand ils reviennent au CFA, et d'un bilan du formateur durant l'immersion. Donc, généralement, c'est cette prise par la main qui permet de franchir le pas. Et l'autonomie, on y vise petit à petit, mais c'est vrai qu'avec le public qu'on accompagne, l'impact et l'accompagnement du formateur, il va être très grand au départ. Et il va en fait s'amenuiser au fur et à mesure. Et l'idée, parce que c'est la vocation de l'apprentissage, c'est qu'il soit entièrement autonome quand il rentre dans son contrat. La vocation de la prépa, c'est aussi de sécuriser le contrat derrière. C'est pour éviter de voir des jeunes qui s'engouffrent dans une formation ou dans un contrat qui ne sont pas préparés au monde de l'entreprise, et on en a énormément, je pense que mes collègues peuvent en témoigner, et dont les contrats sont rompus dans les 45 jours d'essai
du contrat d'apprentissage, simplement parce qu'ils ne sont pas armés pour répondre correctement à une situation de conflit avec un employeur qui peut arriver au démarrage, parce qu'un jeune se braque, parce qu'il y a un conflit de génération, etc. Et donc voilà, dans la prépa apprentissage, on leur permet d'y aller progressivement. Par contre, on leur donne toujours l'objectif. Donc, ils savent qu'ils vont devoir aller vers l'alternance une semaine, mais ils ont entre 3 semaines et 10 mois. Et on a, contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ, on a des jeunes qui nous demandent même de rester jusqu'à 1 an en prépa parce que Oui. voilà, ils sont pas prêts, ils ont besoin d'enchaîner les immersions dans un cadre plus sécurisé avant de se lancer vraiment dans l'apprentissage. Alors, j'ai une autre question qui concerne aussi la prépa apprentissage, mais qu'elle Brahim pourra également répondre, je pense, qui est sur la barrière de la langue. Donc, une question qui était une personne qui ne maîtrise pas trop bien le français, peut-être intégrer le programme prépa apprentissage, et une autre qui nous dit j'accompagne des jeunes réfugiés qui sont confrontés à la barrière de la langue. Donc, alors, Brahim, effectivement, est-ce que les publics que vous accompagnez, il y en a qui s'orientent vers la prépa apprentissage? Et 2, quid de la barrière de la langue, et à la fois pour vous trois, et pour Anne-Sophie, sur l'entrée en prépa apprentissage? Alors, moi, je n'ai pas beaucoup suivi de mineurs non accompagnés ou des jeunes qui avaient une grosse problématique au niveau de la langue, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Qu'au niveau de la langue, ça freine beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'employeurs qui vont pas forcément matcher avec un jeune qui a des difficultés si jamais le jeune veut travailler dans un domaine bien particulier. Je pense par exemple au commerce ou à la vente. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir un jeune qui maîtrise à peu près le français, mais ne le maîtrise pas complètement. L'employeur aura des réticences à se dire il va évoluer, il va progresser, et je vais être la personne qui va le faire progresser. En ce qui concerne la prépa apprentissage, on n'en a pas beaucoup, nous, sur le territoire des Yvelines, à part les dispositifs classiques qui puissent exister un peu partout sur les territoires. On n'a pas de prépa apprentissage en particulier. En général, les jeunes, nous, quand ils sont avec nous, ils sont déjà dans un processus de recherche de maître de stage ou d'apprentissage. Ils ont déjà leur école ou en recherche de leur école. Voilà, on n'a pas encore, on n'a pas cette prépa apprentissage qui me semblerait serait très intéressante à avoir sur un territoire. Ah, Anne-Sophie. Merci, On ne peut pas dire le contraire. Alors, du coup, donc, effectivement, la question de la barrière de la langue, et puis une autre question qui était le niveau demandé pour intégrer une prépa apprentissage. Alors, la barrière de la langue, je peux y répondre assez rapidement. Donc, on a accueilli beaucoup de publics mineurs non accompagnés sur nos prépas, pas sur tous les sites. C'est vraiment géographique, ça dépend de la situation de chaque site, etc. Là, j'ai eu plusieurs cas de figure. J'ai des formateurs qui ont accueilli dès le départ des jeunes avec une grande barrière de la langue. On s'est rendu compte qu'on n'était pas dimensionné pour, et que chacun a son métier. La prépa apprentissage, elle n'est pas dimensionnée pour chez nous, même si on a 12 mois. C'est-à-dire que ça a fonctionné, le jeune a signé un contrat d'apprentissage, mais sur ce groupe en question, par exemple, on n'a pas pu prendre autant de jeunes que ce qui était prévu parce qu'ils demandaient beaucoup d'individualisation, ce qui a été compliqué. Et donc, par la suite, à chaque fois que ça a été le cas, on a travaillé en partenariat avec soit l'association qui accompagnait le jeune, soit la mission locale, voilà, tout le système qui pouvait l'accompagner, pour d'abord demander un travail en français langue étrangère. Il existe des dispositifs, après je ne sais pas si c'est dans toutes les régions les mêmes dispositifs, mais il existe. Et donc on faisait un positionnement. Si on voyait que la langue n'était pas assez maîtrisée, on demandait un parcours FLE avec une promesse d'entrée en prépa, et on accompagnait dans un deuxième temps le jeune, ce qui donnait un accompagnement assez long et le temps vraiment de pratiquer la langue dans le groupe et en entreprise par la suite pour l'intégration en apprentissage. Et ensuite, en apprentissage, on a toujours la possibilité d'augmenter la durée de contrat quand il y a des besoins particuliers pour notamment par exemple, des renforcements en français, etc. Et pour le niveau à l'entrée, on n'a pas de niveau demandé. Ce qui se passe, c'est qu'on est bien une prépa apprentissage et que donc le minimum en niveau de diplômant dans l'apprentissage, c'est le CAP. Donc en fait, on situe les jeunes un petit peu par rapport à un niveau CAP.
les limites qu'on a pu mettre, ça a été par exemple la barrière de la langue ou vraiment des situations d'illettrisme de jeunes qui avaient vraiment décroché très très tôt en primaire, où là, clairement, même sur les 10 mois, on ne pouvait pas combler le gap et les emmener vers l'entrée sur un niveau CAP au bout de 10 mois. Donc, ce sera vraiment la limite, mais sinon, il n'y a pas, c'était plutôt une limite supérieure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir, on peut accueillir au maximum 20% de public ayant validé un niveau 4, un niveau bac. Voilà. Donc, on est plutôt sur un public voilà, pré-CAP ou qui n'a pas eu de brevet ou voilà, des jeunes qui ont eu des ruptures scolaires généralement. D'accord. Et alors justement, alors c'est une question qui s'adresse à vous trois. Comment faire adhérer à l'apprentissage auprès de jeunes qui ne veulent plus entendre parler, qui veulent un territoire où je pense que c'était peut-être la question est posée par Gabriel Ledoux qui écrit sur un territoire qui ne veut pas entendre parler car cela correspond au retourner à l'école. Je pense que c'est plutôt pour auprès d'un jeune qui ne veut pas entendre parler parce qu'ils ont l'impression que ça correspond à retourner à l'école. Donc comment les faire adhérer à l'apprentissage? Donc ta question s'adresse à vous trois. Moi, je n'ai pas l'impression que les jeunes, en général, quand ils sont sur un parcours scolaire initial, s'ils ont cette rupture, on va dire, avec l'école et le fait d'être scolaire, aussi scolaire, on a beaucoup moins de difficultés à les faire adhérer à l'apprentissage en général. En leur expliquant le fait qu'être en apprentissage, c'est du 15 jours, qu'ils seront sur un lieu de travail, ils sont également à l'école, ça facilite beaucoup les choses. C'est vrai que la prépa apprentissage pourrait arranger les choses dans le sens où on leur explique l'intérêt de l'apprentissage, mais on n'a pas forcément, moi j'ai pas forcément de difficulté à convaincre un jeune à aller vers de l'apprentissage si jamais il est en rupture scolaire, je veux dire. La question peut se poser aussi, oui c'est ça. La question peut également se poser pour des entrées en formation, Richard. Oui, c'est ça, pour rebondir sur ce que dit Brahim, je suis assez d'accord. En fait, on ne voit pas non plus, nous, de lien entre décrochage scolaire ou échec scolaire à un moment du parcours et entrée en formation ou entrée en alternance, en fait. C'est plutôt une question d'autres obstacles qui peuvent se présenter à ce moment-là. La langue en est un, évidemment. Enfin, pour travailler beaucoup à Paris sur la linguistique, sur les bilans linguistiques et l'accompagnement linguistique de jeunes mineurs ou majeurs, mais souvent majeurs, réfugiés ou demandeurs d'asile. C'est tant qu'un niveau minimum de français n'est pas atteint, c'est très compliqué de persuader les employeurs, notamment pour les immersions, d'accepter des jeunes, même si le jeune par ailleurs peut avoir dans son parcours précédent ailleurs qu'en France des qualifications ou des qualités professionnelles, hein. Donc la langue là peut être vraiment un obstacle, mais le passé scolaire, me semble-t-il, l'est beaucoup moins. Ouais. Je voulais juste ajouter, excuse-moi Anne-Sophie, je voulais juste ajouter très rapidement, j'excuse déjà mon collègue Amir qui aurait dû être présent avec nous à ce moment. Je voudrais juste dire qu'on est au nombre de 7 conseillers insertion jeune sur tout le territoire des Yvelines, 9 à partir de maintenant, parce qu'il y a une conseillère insertion jeune qui est présente pour les mineurs non accompagnés, parce que le département des Yvelines s'est aperçu que c'était un vrai sujet d'accompagner particulièrement ces jeunes-là. Voilà, c'était juste pour le souligner. Anne-Sophie ? Bah oui, je voulais juste revenir sur l'apprentissage parce que forcément, c'est mon domaine de prédilection. Tout simplement aussi, ce qui convainc, et on utilise la prépa pour ça, c'est que la pédagogie de l'alternance n'est pas celle d'utiliser en formation scolaire. Elle se différencie, elle est bien distincte. On n'utilise pas du tout les mêmes pédagogies. Être en centre de formation d'apprentis, chez nous, ça implique une vision de l'apprenti complètement différente. Et c'est un collègue à part entière et c'est utiliser le réel pour construire des apprentissages dans des pédagogies actives, etc. Donc, c'est assez ludique, on fait beaucoup de ludopédagogie, etc. Donc, en fait, on essaie de montrer ça aux jeunes quand ils viennent sur les portes ouvertes ou sur les prépas pour donner le goût et redonner le goût, en fait, à des jeunes, on ne va pas se cacher, beaucoup qui viennent, qui sont fâchés avec le scolaire, leur montrer que c'est différent et ça doit le rester. C'est 2 voies de formation complètement différentes qui travaillent en parallèle dans un objectif d'insérer dans le monde professionnel par la qualification et le diplôme. Voilà. Alors, il nous reste 15 minutes et j'aimerais aborder. Alors, il y a une question qui était prévue, qui est celle de l'image. Il ne nous reste pas 15 minutes. Si,
Ah si, il reste 15 minutes, pardon. Ah si, cette fois-ci, il reste 15 minutes. C'était un petit, en fait, une private joke par rapport à ce matin où j'ai écourté un peu, pour ceux qui ont participé à l'atelier ce matin, écourté un peu la durée de l'atelier. Donc cette fois-ci, on fera la bonne durée. Et donc, dans ces 15 minutes, il y a une question effectivement qui était prévue avec mes invités, qui était la question du regard des entreprises sur les jeunes. Mais il y a une autre question, parce que vous ne l'avez pas évoqué, et j'ai été étonnée, je pensais que vous alliez l'évoquer de vous-même, hein, en parlant des blocages. Personne ne m'a parlé parmi vous de problèmes de mobilité. Que ce soit en région parisienne ou que ce soit dans un territoire semi-rural comme, enfin, très étendu comme les Yvelines ou dans les territoires ruraux que vous couvrez, Anne-Sophie, est-ce que la mobilité n'est finalement pas un problème? Je dis ça de Nous, façon un peu provocante. nous, dans les Yvelines, c'est un vrai frein. C'est un vrai frein qu'on essaie de lever absolument. C'est l'un des premiers freins qu'on essaie de lever. Alors, on a des difficultés à le lever, ces freins-là. Pas forcément par le financement donc du permis de conduire, puisque on arrivera toujours à trouver des leviers à activer pour pouvoir avoir ce qu'il faut. C'est surtout au niveau de l'administratif. Moi, j'ai beaucoup de jeunes, par exemple, ils ont pas passé leur journée d'appel. Il faut qu'ils reprennent rendez-vous, qu'un rendez-vous soit fixé, etc., pour qu'ils puissent avoir passé leur permis. Qui sont nécessaires. Beaucoup de jeunes sont nécessaires, il faut peut-être qu'ils le repassent, etc. Il y a ces freins qui sont administratifs, mais oui, effectivement, la mobilité chez nous, c'est un vrai sujet, surtout dans les Yvelines. Pour pouvoir se déplacer, vous savez, hein, le réseau parisien, il est fait en étoile, en convergeant tout vers Paris. Pour passer d'une ville à une autre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, effectivement, la mobilité, c'est un réel problème. Sur Paris, on pourrait penser qu'à Paris, tout est facile en termes de mobilité, parce que c'est Paris. Et même si le réseau est dense et si, tous les moyens, techniques pour se déplacer sont là, on a quand même beaucoup de soucis de mobilité effectivement ou de représentation des jeunes sur la mobilité, y compris à l'intérieur du territoire parisien, d'un arrondissement à l'autre ou d'un quartier à l'autre, notamment dans les quartiers prioritaires, de la ville. On a souvent des jeunes qui sont un peu enfermés dans leur quartier ou dans leur rue, ou dans leur immeuble et la mobilité à ce moment-là est difficile, mais pour d'autres raisons que les questions de moyens de déplacement, en fait. C'est plus, oser, voilà, oser sortir et oser aller dans un autre environnement, peut-être inconnu. Ouais, effectivement, hein, c'est les mêmes problématiques qu'on a dans les différents quartiers sur lesquels j'ai pu travailler. Trouver du travail en bas de la tour, c'est beaucoup plus facile que d'aller travailler dans une autre ville. Et puis l'inconnu fait peur. Et quand on vit dans ce petit microcosme, pour un jeune, c'est compliqué de se dire, bah, je vais aller travailler à Paris ou je vais aller travailler sur une autre ville. Et, euh, et donc on essaie de casser, hein, on essaie de casser cette dynamique-là en leur disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront amenés à les rencontrer, connaître et sortir donc de leur quartier et rencontrer d'autres personnes. Oui, c'est une Alors chez nous, mobilité c'est encore psychologique. différent, puisqu'on a des sites qui sont vraiment très ruraux, donc on n'a pas du tout le même paysage. Voilà. Ce qui se passe, c'est que la première chose qu'on lève, c'est la possibilité de venir régulièrement sur nos sites pour venir aux ateliers. Pour ça, on a pu déployer des solutions d'hébergement, notamment dans nos internats, pour accueillir les jeunes. Les jeunes en prépa bénéficient aussi d'une allocation, donc ce qui permet aussi, en travaillant avec eux, de débloquer des possibilités de prendre des moyens de transport. Et après, une fois que le jeune vient en atelier, en fait, la mobilité, c'est plus un processus. C'est pas quelque chose qu'on va résoudre comme ça à l'entrée. C'est un processus pour amener le jeune à prendre conscience de sa mobilité réelle, parce que parfois il peut se restreindre dans ses déplacements parce qu'il a une mobilité qui, voilà, il se freine pour aller ailleurs que chez lui ou quoi que ce soit. Ou à l'inverse, il n'y a pas de mobilité du tout et donc il faut prendre le principe de réalité et travailler avec lui, travailler sur d'autres solutions d'hébergement. Voilà, on travaille un petit peu sur la famille qu'il aurait ailleurs parce qu'on a des situations de sites où techniquement, il y a 2 ou 3 entreprises dans le village où ils habitent. Donc forcément, le projet est donc voilà, on retravaille le projet avec lui, mais sur un processus plus long en fait. Et puis après, bon, malgré tout, ils arrivent tous à trouver à peu près des entreprises sur les secteurs, voilà, pour les accueillir généralement.
Alors, Comme il y a réponse à beaucoup de... cette mobilité, le conseil départemental a mis le bus de l'emploi, a mis en place le bus de l'emploi qui va donc cheminer sur les différentes communes qui sont sur l'arrière-pays, on va dire, sur le département, sur des communes qui sont isolées, on va dire, des centres les plus fréquentés. Voilà, c'est une réponse qu'on peut trouver aussi pour la mobilité et donc rencontrer des conseillers d'insertion pro. Ouais. Et il y a beaucoup de réactions, je vois dans le chat autour de la question de la mobilité. Mais effectivement, ce que disait Richard aussi, c'est que même là où un réseau de transport en commun est dense, il y a aussi le problème du frein psychologique. Et être persuadé qu'aller travailler en dehors d'un périmètre connu peut être en soi un problème réel à surmonter. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de réactions et il y en a quelques-uns qui proposent aussi des programmes de prise de confiance, de prise de confiance en soi. Je vais y arriver. Donc voilà, je pense qu'on va pas répondre à toutes les questions là dans les 10 minutes qui nous restent. Et je voudrais aborder la question justement du regard de l'entreprise sur le jeune. Regard positif, regard négatif. Comment est-ce que vous travaillez du coup avec des réseaux d'entreprises qui peuvent accueillir des jeunes? Comment vous avez réussi à lever des a priori, s'il y en a, et quels sont-ils? Et ça se trouve, il n'y en a pas. Là aussi, je vais bien provoquer un petit peu. Anne-Sophie? Oui, en fait, on approche nos entreprises par le biais de l'apprentissage aussi. Et pour revenir sur ce que Brahim disait tout à l'heure, les entreprises, déjà, quand elles voient que le jeune est accompagné et suivi, c'est très rassurant. Donc déjà, ça lève les freins. Et ce qu'on demande toujours, ce sur quoi nos formateurs travaillent beaucoup, c'est sur les objectifs du stage, c'est-à-dire d'être précis vis-à-vis de l'entreprise qui est visée sur les objectifs. Est-ce que c'est un stage de découverte? Est-ce que c'est un stage de validation du projet? Amener le jeune à présenter aussi son parcours et voilà, est-ce qu'il a déjà des compétences dans le métier qu'il va observer, et déjà contextualiser comme ça le stage avec l'entreprise et avec le jeune si nécessaire. Après, on a des jeunes qui préparent avec leur formateur et puis qui vont seuls parce que voilà, nos très jeunes, on les accompagne un petit peu. Ça aide déjà beaucoup à changer le regard de l'entreprise. Et c'est pas du tout, on n'aura jamais la même démarche quand c'est un jeune qui va pour valider son projet de recrutement en apprentissage sur une entreprise sur laquelle potentiellement il y aurait une place d'apprenti, ou si c'est un jeune qui va découvrir le métier. L'employeur ne va pas l'accueillir de la même façon, il n'aura pas les mêmes attentes, il n'aura pas les mêmes… Et voilà, je pense que moi, s'il y a vraiment quelque chose sur laquelle on aime travailler, c'est bien contextualiser et préciser les objectifs du stage. Ce n'est pas un stage ou une immersion pour faire une immersion. Il y a des objectifs, des tâches à observer et un état de fait dans l'accueil du jeune sur l'entreprise. Richard? Oui, pour rebondir sur la question de la vision des employeurs vis-à-vis des jeunes, il n'y a pas de règle en fait, enfin heureusement d'ailleurs, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, il y a des difficultés qu'on connaît, hein, les petites structures, c'est souvent, la peur de ne pas avoir le temps de bien encadrer le jeune, la peur que ça prenne trop de temps dans la structure, d'avoir, quelqu'un en immersion, donc ça revient souvent dans les objections, des mauvaises expériences passées aussi, hein, des expériences d'immersion ou de début de contrat de travail qui sont mal passées avec des jeunes et du coup, voilà, on parle des jeunes, on dit: «Les jeunes sont comme ci, sont comme ça», voilà, donc ça peut bloquer aussi et là, il y a tout un travail de persuasion, j'allais dire, à faire et qui est forcément lié à l'interconnaissance, individuelle entre le conseiller qui va aller voir l'employeur et essayer de le persuader et puis, ce que disait Brahim, je crois tout à l'heure, l'importance que, l'accompagnement se poursuive, pendant la durée de l'immersion, comme pour une entrée en emploi d'ailleurs, que l'accompagnement puisse se poursuivre un peu pendant la durée de la période d'essai, par exemple. Ça peut aussi rassurer à la fois le jeune qui va entrer dans un milieu peut-être inconnu si c'est la première fois qu'il est en immersion et rassurer l'employeur aussi qui fait le pari, de cette immersion avec un jeune. Ouais, je rejoins Anne-Sophie. C'est vrai qu'on endosse un petit peu, le rôle de VRP, hein, et puis on essaie de vendre les jeunes du mieux que l'on peut. La difficulté la plus grande, c'est pour les mineurs, pour les moins de 18 ans. Il y a beaucoup plus de réticence puisqu'il y a de la responsabilité pour les mineurs de trouver un stage ou même de trouver une alternance que pour les majeurs.
Donc oui, effectivement, c'est l'accompagnement du jeune. Si l'employeur voit que le jeune est accompagné, tout de suite, ça rassure un petit peu plus l'employeur. Et comme le disait Richard aussi, il y a beaucoup d'employeurs qui ont eu des mauvaises expériences avec des stagiaires. Et ça, voilà quoi, il faut réellement retravailler sur le sujet et avec le jeune et avec l'employeur en disant voilà ce qu'attend l'employeur et en disant au jeune voilà ce qu'attend l'employeur et en disant à l'employeur voilà ce qu'attend le jeune et essayer un petit peu de raccrocher les wagons. Voilà. Alors, il y avait une remarque qui était plus haut dans le chat qui disait qui demandait comment lutter aussi un peu contre l'absentéisme des jeunes, qui peut, du coup, pour une raison XY, soit ne pas se présenter à un stage, soit ne pas se présenter à un atelier. Est-ce que vous avez des leviers? Des trucs Baguette magique ou qui un marchent? levier? Les deux. Le pragmatisme chez nous, le fait de le mettre devant ses réalités. J'ai pas de moyen de transport, ok, on s'assied, on regarde, le train n'était pas là, ok, on s'assied, on regarde, on prend où était le train, qu'est-ce qui se passe, voilà, remettre toujours devant ces contradictions et petit à petit dans le lien de confiance, en fait, ça se répare, mais la baguette magique, non, je pense que personne dans le domaine de l'accompagnement ne l'a non plus et c'est très en lien avec le lien justement pédagogique qui se tisse chez nous avec les formateurs, voilà. Moi, je peux réagir. Ouais, c'est vrai, effectivement, Anne-Sophie, tu as tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. On ne peut pas, on n'a pas une baguette magique qui va faire en sorte que le jeune soit super motivé. Par contre, il y a une chose qu'on peut faire, c'est de montrer au jeune que c'est jamais terminé. Le jeune, en général, quand il a manqué son stage, où est-ce qu'on l'a positionné, ou à l'atelier, il va avoir un petit peu honte et puis il va avoir tendance à disparaître. Nous, en tant qu'accompagnateurs, ce que l'on peut faire, c'est leur dire qu'on est toujours là et que c'est pas parce que il y a eu un échec cette fois-ci que ce sera toujours comme ça. C'est jamais fini avec un jeune. On essaie toujours de le tirer vers le haut et de faire en sorte qu'il avance. Eh bien, vous avez le droit, Brahim, à un pouce levé. Donc, Richard? Pas mieux, enfin pas mieux que ce qui vient d'être dit en fait. Oui, c'est un peu le contrat de confiance entre le jeune et le conseiller qui fait que ça va fonctionner au bout d'un moment, quoi. Et puis le jeune, il a le droit aussi à l'échec, hein, Rimbaud, disait: «On n'est pas sérieux quand on a 17 ans» et voilà, quand on est jeune, on a le droit à certains moments, de se tromper, de changer d'avis, de changer de voix, comme disait Brahim, effectivement, d'avoir envie de disparaître et c'est notre boulot aussi d'accompagnant, adulte ou de référent, d'aller les rechercher et de leur donner, autant de chances qu'il faut pour que ça fonctionne, au bout d'un moment. Oui. J'aimerais répondre à Mila? Chantal, excusez-moi, j'aimerais répondre à Chantal qui dit les jeunes sortis de l'ASE. Alors, rapidement, parce que c'est le cœur de notre public. Le conseil départemental a mis les conseillers en insertion jeune pour les jeunes qui sont sous protection, que ce soit administrative ou judiciaire. On est là pour tous les jeunes qui sont sous protection ASE, sous mesure, et parce qu'on s'aperçoit que ces jeunes-là ont beaucoup plus besoin que des jeunes qui sont sur une structure, on va dire, enfin, qui sont sur une structure familiale normale, ont besoin d'être accompagnés. Et nous, les conseillers insertion jeunes du conseil départemental, c'est notre public cible. C'est avec eux qu'on travaille, c'est avec eux qu'on essaye d'avancer. Il ne faut pas oublier que ce public-là, c'est un public qui est beaucoup plus mature que les autres, dans le sens où ils ont des factures à payer, ils savent qu'il y a des séances qui arrivent pour eux et qui vont être un petit peu fatales, on va dire. Donc derrière, il y a réellement un progrès de ce côté-là, et puis c'est les jeunes que nous accompagnons au sein du conseil départemental des Yvelines. Très bien, merci. Il nous reste 1 minute 25. Est-ce que, pour le mot de conclusion, vous avez chacun un témoignage d'une belle histoire à nous donner? Je vous prends un peu dépourvu, on n'avait pas préparé celle-là. Oui, pour parler d'immersion, des jeunes qui ont participé à une immersion dans une école de voile et dont 6 parmi le groupe qui a pu bénéficier de ces immersions l'année passée, ont décidé de préparer le BPGEPS animation des métiers du sport. Voilà, donc ça c'est plutôt une belle réussite à partir d'une immersion dans une structure francilienne. Anne-Sophie?
Moi, de mon côté, je vous avoue que c'est quotidien, c'est de voir simplement les yeux qui se remettent à briller quand ils se sentent considérés en entreprise, en fait. Et ça arrive vraiment très souvent, mais pour des petites choses, que ce soit l'ouverture sur un métier ou juste une journée qui s'est bien passée, où on les a considérés comme des plus grands aussi, parce que nous, on a des assez jeunes. Et voilà, c'est vrai que ça arrive en fait très souvent par le biais d'immersion. Merci, Ibrahim. Moi, je vous en ai déjà raconté 2. Donc, je peux vous en raconter une 3e si vous le souhaitez. Allez, on va pour la 3e. Non, une négative qui se révèle être positive. C'est un jeune qui souhaitait travailler dans le bâtiment en tant que carreleur, qui a testé le métier de carreleur, qui s'aperçut que ça faisait très très mal aux genoux, et qui derrière nous a dit non, non, c'est pas pour moi au fait finalement, et qui s'est destiné vers toute autre chose et qui a été complètement épanoui. Donc l'immersion, elle a servi à quelque chose Tout cette à fois-là. fait. Voilà. Il n'y a jamais d'échec, quelqu'un l'a dit, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des apprentissages, que ce soit dans l'immersion ou ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Le live est terminé. Je à vous. vais quitter appuyer sur le bouton quitter. On vous dit merci à tous. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Je ne pensais pas que vous seriez si nombreux en fin de journée. Et à très, très bientôt. Et merci aux 3 intervenants pour leur enthousiasme et leur motivation. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.